Bienvenue. On va plonger ensemble au cœur d'une période absolument folle de l'histoire du Québec, entre 1966 et 1970. C'est un moment où les changements, qui étaient déjà bien en marche, s'emballent complètement. Ça devient une véritable course contre la montre. Une époque marquée par l'impatience et, on va le voir, par beaucoup de confrontations. Pour bien saisir à quel point tout va vite, il faut se rappeler d'où on part. Dans les années 50, et même encore au début des années 60, il y avait cette mentalité, une sorte d'humilité, presque de résignation. L'idée que, finalement, les grandes ambitions, surtout en affaires, eh bien ce n'était pas pour les Canadiens français. C'était une idée qui était encore bien là. Sauf que cette mentalité-là, elle était sur le point de voler en éclats. Le Québec nouveau, qui était en plein chantier, visait beaucoup plus haut qu'un petit pain. Le rythme de l'histoire allait s'accélérer d'une façon assez spectaculaire. Et tout ça commence par un véritable coup de théâtre politique, un événement qui va donner le ton pour toute cette ère d'impatience. Alors là, c'est le choc. Vraiment, personne ne s'y attendait. L'Union nationale, le parti de Duplessis, qui revient au pouvoir. Pour beaucoup de gens à l'époque, c'est la panique. Ils se disent, c'est la fin de la Révolution tranquille. On a cette peur vraiment palpable d'un immense retour en arrière, comme si on allait littéralement retourner à l'âge des chandelles. Et franchement, cette peur, elle est compréhensible. Quand on regarde le parcours de Johnson, il est clairement ancré dans l'Ancien Régime. Pensez-y, député depuis 22 ans, ministre sous Duplessis. Pour beaucoup, il incarnait justement ce passé qu'on essayait de quitter. Mais voilà, le Daniel Johnson de 1966 n'est plus du tout celui des années 50. Il arrive au pouvoir avec une idée très claire en tête, une priorité absolue qui va secouer le Canada. Il exige un nouveau pacte constitutionnel. Pour lui, c'est simple, c'est le point central, l'égalité entre les deux peuples fondateurs. Et si on n'a pas ça, eh bien l'indépendance devient la seule autre option sur la table. Et là, c'est la surprise totale. Loin, mais alors très loin de mettre un frein à la Révolution tranquille, Johnson appuie sur l'accélérateur. En éducation, il lance les cégeps et planifie une nouvelle université. En économie, il continue les grands chantiers. Non seulement l'élan est maintenu, mais il est carrément amplifié. Et toute cette effervescence, elle ne reste pas juste entre les murs du Québec. Au contraire, Montréal, en particulier, s'apprête à montrer son tout nouveau visage, moderne et audacieux, au monde entier. 50 millions. C'est le nombre de visiteurs qui ont déferlé sur le site de l'Exposition universelle de 1967. En seulement 6 mois. C'est un succès absolument phénoménal. Expo 67, c'est une immense fête, où les Québécois découvrent le monde, et où le monde, lui, découvre un Québec en pleine mutation. Ce qui est fascinant, c'est de voir la fierté qui explose à ce moment-là. Le métro de Montréal, tout neuf, en est le parfait symbole. Ce n'est pas juste une réussite technique, non. Quand on entend des visiteurs dire que c'est plus beau que le métro de Paris, on mesure à quel point l'impact psychologique est énorme. Et puis, il y a ce moment, ce cri du cœur, lancé depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Le président français Charles de Gaulle, invité par Daniel Johnson, prononce ces quelques mots qui vont avoir l'effet d'une bombe. Ils électrisent la foule et d'un seul coup, ils propulsent la question nationale du Québec sur la scène internationale. Après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Évidemment, cette affirmation de plus en plus forte du Québec ne reste pas sans réponse. À Ottawa, une force politique tout aussi déterminée se met en place, avec une vision, disons-le, radicalement opposée. Ici, on a vraiment la collision de deux mondes. D'un côté, Daniel Johnson, qui voit le Canada comme une union de deux nations. Et de l'autre, Pierre Elliott Trudeau, qui débarque au pouvoir à Ottawa et qui, lui, rejette en bloc toute idée de statut particulier pour le Québec. Il croit en un Canada fort et unifié. C'est un véritable dialogue de sourds qui s'installe. Et cette image de Trudeau, celle d'un homme qui refuse de plier face à la colère des nationalistes, eh bien elle va faire le tour du Canada. C'est un moment clé qui va devenir l'un des piliers de ce qu'on a appelé la Trudéomanie. Et puis c'est le drame. En plein cœur de cette confrontation avec Ottawa, au moment même où il inaugure Manic 5, le plus grand symbole de la nouvelle puissance économique et technologique du Québec, Daniel Johnson meurt d'un seul coup. Sa mort laisse un vide immense, et ce, dans une période de tension absolument extrême. Mais attention, cette confrontation politique au sommet, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que sur le terrain, dans la vie de tous les jours des gens, une révolution encore plus profonde est en train de tout balayer. C'est simple. En quelques années à peine, tous les piliers de l'ancienne société s'effondrent les uns après les autres. L'autorité de l'Église, elle s'évapore. Les lois sur le divorce, l'avortement, la contraception, ça transforme la vie privée. Et sur scène, une nouvelle génération d'artistes et d'humoristes se moque ouvertement de toutes les formes d'autorité. C'est un basculement complet. Et au milieu de toute cette effervescence, une crise éclate autour de la question la plus sensible de toutes, la langue. À Saint-Léonard, un conflit local sur la langue d'enseignement pour les immigrants va révéler une fracture hyper profonde. Le parcours est complexe,
Une décision, un boycott, des manifs monstres, et au final le gouvernement maintient le libre choix, ce qui laisse les francophones avec le sentiment très amer que leur avenir est menacé. Alors, on met tout ça ensemble, les tensions politiques, sociales, linguistiques, nationalistes. Tout ça converge et amène la société québécoise à un véritable point d'ébullition. L'heure n'est plus vraiment au compromis, elle est à la confrontation directe. La contestation est partout, vraiment partout. Les syndicats se politisent, les grèves se multiplient et elles sont de plus en plus dures. Les étudiants descendent dans la rue par dizaines de milliers. Et dans l'ombre, la violence politique du Front Libération du Québec, le FLQ, s'intensifie. Il trouve un terrain très fertile dans ce climat de frustration générale. Et face à cette énorme vague de contestation, le pouvoir réplique de plus en plus fort. On réprime les manifestations étudiantes, on interdit les rassemblements à Montréal, on va même jusqu'à faire appel à l'armée. Mais en essayant de restaurer l'ordre par la force, le gouvernement ne fait, en réalité, qu'attiser les flammes de la contestation. C'est dans ce contexte survolté, vraiment au bord de l'explosion, qu'un tout nouveau visage émerge sur la scène politique. Robert Bourassa, un jeune économiste, prend les rênes du Parti libéral. Il hérite d'un Québec qui est profondément divisé, impatient et en colère. À l'aube des années 70, le Québec est vraiment à la croisée des chemins. Le choc des nationalismes québécois et canadiens, la révolution sociale, la contestation ouvrière, étudiante, tout arrive en même temps. Et la question, elle reste entière. Quelle voie le Québec va-t-il bien pouvoir choisir ?